En janvier 2026, l'or a franchi les 5 000 $ l'once. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité. Il a gagné plus de 55% sur l'année 2025. Sa meilleure performance depuis 1979. Mais l'or n'a pas bougé depuis la Rome antique. Il n'est pas devenu cher. C'est notre monnaie qui a perdu sa valeur. Et ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est pourquoi cette tendance n'est pas un accident momentané et surtout, je vais vous présenter 4 actifs qui vous éviteront de perdre votre chemise sur le long terme. D'ailleurs, si le sujet de l'investissement vous intéresse et que vous voulez aller plus loin que cette vidéo, j'ai une formation gratuite en description. Mais revenons à nos moutons, parce que la vraie histoire, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est que la perte de la valeur de notre argent est devenue la structure même du système économique. Un système qui repose sur 3 piliers qu'aucun banquier central ne peut démolir, même s'il le voulait. Et ce qui me choque, c'est que pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on entend sur les médias? Que les banques centrales vont normaliser, que l'inflation est modérée, que tout va revenir à la normale. Comme si l'or devenait fou tout seul, comme si c'était une bizarrerie de marché. D'abord, un chiffre, un seul. La masse monétaire américaine, ce qu'on appelle M2, était de 19 milliards de dollars en 1913 à la création de la Banque fédérale américaine, la Fed. En mars 2026, elle est à plus de 22 686 milliards. Autant dire que ce n'est plus la même unité de mesure. La traduction en bon français, le pouvoir d'achat d'un dollar de 1913, c'est 26 dollars aujourd'hui. 96% de pouvoir d'achat envolé en un siècle. Pas dans une dictature exotique, dans la première puissance économique mondiale. Et le concept que je veux poser ici, le voici. La masse monétaire ne se contracte plus durablement. Elle peut plus. Le système est conçu pour ça. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on continue à attendre un retour à la normale qui n'arrivera pas. Parce que la normale, c'est devenu le débasement permanent. Mais avant d'aller plus loin, je veux donner sa chance à l'argument inverse. Parce qu'il est intelligent et mérite d'être entendu ici. Les économistes, grand public, vous diront ceci. Les banques centrales ont déjà prouvé qu'elles savaient maîtriser l'inflation. Paul Volcker l'a fait en 1979. Il a monté les taux à 20%, ramené l'inflation de 11,6 à 4% en 4 ans. Si nécessaire, on recommencera. Le débasement n'est pas une fatalité, c'est un choix politique réversible. L'argument n'est pas idiot. Et historiquement, il se tient. Mais il oublie un détail important, un seul. Et ce détail, on va le voir maintenant. Je vais maintenant vous présenter les 3 piliers du débasement monétaire. Premier pilier, la démographie. Charles Goodhart, ancien économiste de la Banque d'Angleterre, a démontré dans son livre The Great Demographic Reversal que la désinflation des années 1980-2015 n'était pas due au génie des banques centrales. Elle était due à 2 phénomènes uniques dans l'histoire, l'intégration de la Chine dans le commerce mondial, on parle de 1,5 milliard de travailleurs ajoutés à l'offre globale, et l'arrivée des baby-boomers occidentaux à l'âge productif. Ces 2 moteurs fonctionnent aujourd'hui à l'inverse. La Chine vieillit, les baby-boomers partent à la retraite, et le ratio actif-retraité qui était de 6 pour 1 après-guerre va tomber à 2 pour 1. Quelqu'un doit payer les pensions et les soins. Et ce quelqu'un, c'est la planche à billets. Deuxième pilier qu'il faut avoir en tête, c'est le piège de la dette. À la fin 2025, la dette mondiale a atteint 348 000 milliards de dollars. On parle de 308% du PIB mondial. Pas mal pour un système qui prétend rechercher la stabilité, non? Et aux États-Unis, le Congressional Budget Office, l'équivalent de notre Cour des comptes, projette que d'ici 2036, les intérêts de la dette, plus la sécurité sociale, plus Medicare, consommeront 100% des recettes fédérales américaines. 100%. Ça veut dire qu'il ne reste plus rien pour l'armée, l'éducation ou simplement entretenir les routes. Ça, c'est si on ne rajoute pas de création monétaire. Troisième pilier qu'il faut avoir en tête, c'est la domination fiscale. Alors c'est un sujet important. Et celui dont personne ne parle, c'est trop ennuyeux. Quand la dette devient si grosse qu'une remontée des taux mettrait l'État en faillite, la Banque centrale n'est plus libre. Elle est obligée de garder les taux bas pour permettre au Trésor de payer ses intérêts. Et comme le disait l'OMFIF, un institut financier de Londres important, quand une banque centrale ne peut plus monter les taux parce que le Trésor ne le permet pas, ce n'est pas une banque centrale, ce n'est plus une banque centrale, c'est une agence gouvernementale. Et là, je dois vous raconter quelque chose que j'ai compris bien après. Quand j'étais gamin, dans les années 80, mes parents recevaient une augmentation de salaire chaque année. Ils se sentaient plus riches.
Mais les prix montaient aussi vite. Mon père achetait un peu moins de pain, un peu moins de viande. C'était le tour de magie de l'inflation. Je l'ai vu de l'intérieur sans pouvoir le nommer. C'est ce qui vous fait croire que vous gagnez plus alors que vous stagnez. Aujourd'hui, le même tour de magie est joué, sauf qu'il opère sur des actifs entiers, pas seulement sur les salaires. Alors, à ce moment de la vidéo, je comprendrais que vous soyez un peu déprimé. Les trois piliers dont on vient de parler, ben, ils sont en béton armé. La démographie ne peut pas se renverser en 10 ans, la dette ne peut pas se rembourser sans monétisation, et la domination fiscale rend un Volcker, le retour d'un Volcker structurellement impossible aujourd'hui. La dette américaine était à 35% du PIB en 1980, elle est à 123% aujourd'hui. Si on remontait les taux à 20%, on déclencherait une crise de la dette souveraine avant même d'avoir cassé l'inflation. Donc on se retrouve coincé. La technologie déflate, baisse le prix de certaines choses, les services digitaux, l'information, mais pas l'énergie, pas l'immobilier, pas l'or. Le système est verrouillé, tout pousse vers le débasement monétaire. La masse monétaire augmente, mais l'argent ne disparaît pas dans le néant, il migre. Voilà le mécanisme que personne n'explique clairement. Il y a deux types de biens dans l'économie. D'un côté, les biens scalables, ceux qu'on peut produire en plus grande quantité grâce à la productivité. Donc la mise à l'échelle ne coûte qu'une partie marginale du prix. Et ça va être l'électronique, les vêtements, les logiciels, les services automatisables. Ces prix-là, la technologie, elle les écrase, elle les diminue. De l'autre côté, on a les actifs rares par nature. On va parler de l'or qui croît à 2% par an. Le foncier de qualité unique des grandes villes. Un appartement avec vue sur la Tour Eiffel. Les œuvres d'art uniques. Et plus récemment, par exemple, Bitcoin avec son offre fixe limitée à 21 millions. Ces actifs-là vont absorber la liquidité excédentaire. Voilà pourquoi l'or passe de 20 $ en 2013 à 5 000 $ en 2026. Voilà pourquoi un appartement bien situé, à Paris, à Genève ou ailleurs, bat l'inflation officielle depuis 50 ans. On parle bien d'actifs de qualité, attention à l'immobilier. Voilà pourquoi JP Morgan vise 5 200 à 6 300 $ sur l'or pour la fin de l'année 2026. L'argent ne disparaît pas, il choisit son refuge. Et maintenant, je voudrais mettre quelque chose au point. Si vous avez l'impression d'être perdu dans les analyses contradictoires, les prévisions ratées, les promesses de retour à la normale qui n'arrivent jamais, pas votre faute. Personne n'apprend ça. Le système est conçu pour qu'on regarde l'inflation officielle, faciale, pas la masse monétaire. Pour qu'on regarde le rendement nominal, pas le rendement réel. Pour qu'on garde son épargne en monnaie fiduciaire, celle de l'État, et qu'on s'étonne 20 ans plus tard d'avoir perdu la moitié de son pouvoir d'achat. Mais vous, à partir de maintenant, après avoir vu cette vidéo, vous avez 3 questions à vous poser sur chaque actif que vous détenez. Première question, est-ce un actif scalable ou rare? Si c'est scalable, la dette d'État qui peut être imprimée à l'infini, le cash sur livret, vous êtes du mauvais côté du mécanisme. Si c'est rare, de l'or physique, du foncier, de qualité, unique, certaines actions de qualité, le bitcoin, pour ceux qui ont des convictions sur les cryptos, vous êtes du bon côté. Deuxième question, est-ce concentré sur une seule juridiction? Si tout votre patrimoine est en euros en France, vous vivez le même risque que ma famille en Espagne qui avait tout en pesetas dans les années 30. Diversifier, ce n'est pas avoir plusieurs biens, c'est avoir plusieurs juridictions. Troisième question, la plus importante, quelle est votre marge de sécurité face à un scénario de basculement? Pas 1929 répété à l'identique, pas 1971 non plus. Quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore nommé, mais dont les ingrédients sont en place. 3 choses à retenir. Premièrement, le débasement monétaire n'est pas une politique, c'est devenu une structure verrouillée par la démographie, la dette et la domination fiscale. Deuxièmement, l'argent créé ne disparaît pas, il migre vers les actifs rares. C'est ce que disent les 5 000 $ de l'or et les 348 000 milliards de dettes mondiales. Troisièmement, la question n'est plus si le débasement continue, mais de quel côté du mécanisme est positionné votre patrimoine. Ce qui change pour vous à partir de cette vidéo, c'est que vous ne regarderez plus jamais une hausse de l'or ou de l'immobilier comme une anomalie. Vous saurez que c'est le système qui parle et vous saurez quelque chose que la plupart des Français qui ont un PEA depuis 20 ans ignorent encore. Le rendement nominal et le rendement réel ne sont pas la même chose. Et c'est cet écart qui détermine ce que vous laisserez à vos enfants.
Mes équipes et moi, on a anticipé cette dynamique depuis 2022 et les résultats sont au rendez-vous pour ceux qui ont tenu la position. Pour aller plus loin, la formation gratuite 10 x 10 est en description et couvre les 6 autres réflexes qu'un investisseur autonome doit intégrer pour traverser sereinement ce qui nous arrive dessus. Et nous, les Occidentaux, on a une fenêtre de tir qui se présente. Elle ne sera pas éternelle, mais elle est réelle. À nous de la saisir. Dans cette vidéo, on a abordé l'investissement à moyen terme. Mais si vous vous demandez les opportunités que j'envisage à court terme, je vous recommande la vidéo qui s'affiche où je parle d'une opportunité que j'attends depuis 30 ans.